Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré au preview de la saison 2025. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial pour parler des Panthers de Pittsburgh. Pourquoi un petit peu spécial? Parce que à mes côtés, j'ai un certain Nicolas qui est fan des Panthers de Pittsburgh et que j'ai rencontré via Reddit, le subreddit consacré au college football. Alors c'est assez bizarre, au départ on ne devait pas du tout faire un épisode preview avec un fan de Pitt, parce que c'est assez rare en France, on va pas se le cacher. Et puis voilà, l'opportunité s'est créée. Les réseaux sociaux ont fait leur œuvre et du coup, on accueille Nicolas aujourd'hui avec nous. Salut Nicolas et bienvenue sur The Trick Play. Salut Baptiste, salut à tous, merci de m'accueillir. C'est vraiment un sacré plaisir de venir parler de Pittsburgh et des Panthers. Voilà, une passion que je suis souvent en solitaire en France, malheureusement, parce que comme tu l'as dit, Pittsburgh, c'est pas forcément l'équipe la plus attrayante et la plus médiatisée. Mais voilà, moi, c'est mon équipe favorite. Je la suis depuis pas mal de temps maintenant. Après avoir été fan des Steelers, d'ailleurs, je le suis encore, un fan des Steelers, mais voilà, après avoir débuté le football avec les Steelers de Pittsburgh en NFL, je suis maintenant avec les Panthers en college football. Et voilà, je rate aucun match. Et je suis ça vraiment avec rigueur. Donc, c'est cool de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Et puis en plus, tu n'as même pas besoin de changer de stade toi, pour le samedi et le dimanche. Donc ça, c'est plutôt bien. Tu n'as pas trop à bouger. Donc voilà, en plus tu as fait ton récap de ton petit historique college football, en plus comment tu es arrivé à supporter les Panthers, un programme qui est quand même voilà, c'est historique, hein, dans le college football. Alors c'est vrai que c'est pas forcément un programme dont on parle énormément, mais c'est quand même un programme qui a compté, qui joue dans un stade quand même relativement grand, qui joue en ACC, qui est quand même l'une des meilleures conférences du pays, etc., etc., et puis qui a quand même, on va dire, historiquement, sorti quand même pas mal de bons joueurs. Est-ce que tu as un joueur qui t'a beaucoup plu, un ou deux joueurs, on va dire, dont tu as été vraiment fan, qui est passé par Pitt? Écoute, moi dernièrement, parce que bon, je suis Pitt depuis, on va dire, 2011-2012, mais c'est vrai que l'époque Kenny Pickett était vraiment des belles années, on va dire ça comme ça, où c'était vraiment un plaisir de le suivre, et de le voir aussi rentrer en NFL, parce que voilà, les QB à Pittsburgh qui réussissent en NFL, il n'y en a pas 52. Donc Kenny Pickett, j'étais vraiment attaché à lui. C'était vraiment un joueur un petit peu emblématique du programme. Mais comme tu l'as dit, effectivement, c'est un programme qui est pas très médiatisé, malgré le fait que ce soit une université qui est quand même assez conséquente, hein, aux États-Unis. Voilà, c'est une université qui était avant dans une conférence qui n'existe plus, hein, la Big East. Et c'est vrai qu'au sein de l'ACC, c'est parfois difficile parce qu'il y a une compétition qui est très 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 rude. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que justement sur Reddit, là où on s'est rencontrés, je lisais un fan de Pitt il n'y a pas si longtemps qui disait de manière tout à fait authentique que à l'ère du Nil, à l'ère de tous ces gros programmes qui ne font que prendre de l'ampleur, et c'est vrai que les universités comme Pitt, on n'est pas destiné, voilà, à gagner des championnats nationaux, même si on sait que parfois il y a des équipes qui tirent qui tirent leur épingle du jeu. On pense souvent à TCU là, dernièrement, qui avait vraiment fait une campagne assez dingue. Mais c'est vrai, voilà, nous les fans de Pitt, on s'attend jamais à forcément des playoffs ou un titre national. On est destiné un petit peu à être un petit peu average, voilà, comme je dis, mais c'est pas forcément un gros mot dans ma tête. Voilà, la culture des bowls aux États-Unis, c'est aussi vachement important. On a tendance à l'oublier. Et moi, je suis chaque fois content que dès que Pittsburgh arrive à avoir un bowl, mais je me fais pas d'illusions, quoi. Je sais qu'on n'ira pas forcément au championnat et au titre incessamment sous peu. Tout à fait. Puis, mine de rien, il y a quoi, 9 titres, hein, de champion national quand même pour Pitt. Bon, alors là, on est d'accord, c'était au début des années 1900 pour la plupart, mais c'est quand même un programme historique, hein. Il faut pas non plus le sous-estimer, entre guillemets. Nicolas, ce que je te propose, c'est de faire un petit récap de la saison qui s'est passée, la saison 2024, une saison. Deux saisons, presque j'ai envie de dire, dans la saison pour Pitt, puisque la saison avait très très bien commencé avec 7 victoires de suite, notamment avec des belles victoires contre West Virginia, hein,
partir beau le match de rivalité. Et puis patatras, tout s'est cassé la tête. 5 défaites de suite en saison régulière et une défaite contre Toledo en bowl dans un match assez dingue avec 6 prolongations. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 2024 qui a vu quand même le retour d'une belle attaque par rapport à 2023, d'après ce que j'ai compris? Bah oui, tu l'as dit, hein, c'est vrai, une saison quand même globalement décevante et tellement frustrante, surtout parce que voilà, on fait un début de saison et même une moitié de saison, j'ai envie de dire, assez formidable. On est à 7-0. Moi, je me rappelle que c'était, même si on n'était pas forcément sur des matchs conséquents contre des grosses équipes pour aller jusqu'au 7-0, on s'est tout de suite quand même mis un petit peu à espérer pourquoi pas une finale de conférence ou vraiment des résultats qui iraient dans ce sens-là en tout cas. Mais voilà, effectivement, 6 défaites d'affilée après. La douche froide sur une problématique en fait de l'équipe qui n'est pas d'hier, qui est la profondeur finalement et comment gérer les blessures. La blessure de notre quarterback Eli Holstein et de notre running back Desmond Reed ont fait extrêmement de mal. On n'a pas su finalement gérer avec des plans B. Moi, j'ai vraiment senti qu'on n'avait pas forcément de plan B à proposer, et c'est ce qui explique des défaites qui n'auraient pas dû être là, voilà, malgré le fait que ce soit contre des très bonnes équipes, hein, voilà, perdre contre SMU, contre Clemson, c'est potentiellement une forme de logique, mais vraiment décevant. Et puis tu l'as dit, ce bowl contre Toledo, un match super intense, voilà. Je crois que c'est même un record NCAA, hein, les six overtime. On fait jouer deux QB remplaçants, forcément, parce que Eli Holstein était plus disponible, David Lynch et Julian Duggar. On réussit pas à s'en sortir, même si l'équipe n'a vraiment pas démérité. Mais le final, c'est que voilà, on perd contre Toledo, une équipe de la MAC. C'est pas normal, c'est pas normal. Voilà, donc c'était vraiment significatif de notre fin de saison et de toutes les erreurs qu'on a pu commettre. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a eu du changement à l'intersaison? Est-ce qu'il y a eu des changements de cordeau défensif, offensif? Est-ce qu'il y a eu des mouvements importants au niveau du portail de transfert, au niveau des départs, des arrivées et du recrutement lycéen? Voilà, comment ça s'est passé votre intersaison? Bah écoute, on a quand même eu 4 départs de joueurs qui sont quand même assez conséquents. J'en parlerai plus tard dans la preview. Mais voilà, on perd Gavin Bartolomé, le tight end. On perd Donovan McMillan, le safety. On perd Konota Mumfield, notre receveur numéro 1. Et peu de gens en parlent, mais c'est faux en parler aussi. On perd notre kicker, Ben Sauls. Voilà, on perd 4 joueurs clés sur des positions importantes. Après, voilà, notre head coach Pat Narduzzi, il l'a dit, on a fait un portail des transferts qui était relativement intelligent. Là aussi, j'en parlerai. Pas mal de joueurs FCAs qui méritaient leur chance. Et on n'a pas perdu les joueurs qu'on ne voulait pas perdre. Voilà, c'est ce qu'ils ont répété là au ACC Media Days. On a vraiment gardé les joueurs qu'on voulait garder, et je crois que c'est le plus important. C'est le plus important finalement, on est d'accord. Alors, bon, on va se projeter du coup sur un peu les forces en présence du côté de l'effectif des Panthers. Alors, c'est une des équipes où il y a le plus de titulaires qui est de retour par rapport à la saison dernière, donc ça, c'est quand même plutôt une force. Il y a votre QB numéro 1 qui revient, votre running back numéro 1, 2 receveurs parmi les titulaires qui sont de retour, et une ligne offensive également. Donc, au niveau de l'attaque, normalement, tu me dis, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Nicolas, ça devrait quand même plutôt bien fonctionner, notamment ce duo quarterback, donc Eli Holstein et running back Desmond Reed, qui est quand même peut-être l'un des meilleurs running back de l'ACC, voire du pays. L'attaque, ça devrait quand même être plutôt bien. En plus, la ligne offensive, pardon, n'a pas trop changé, notamment du côté droit. Donc, c'est une ligne offensive expérimentée, un quarterback qui a quand même un peu de bouteille, un running back super expérimenté, ça devrait coller, non? Ça devrait coller, effectivement. Au niveau quarterback, c'est clair que Eli Holstein, c'est vraiment un joueur
clé sur qui maintenant on peut compter. Je rappelle que c'était un transfert d'Alabama au départ. Il a passé finalement sa première saison avec Pitt là. Une première saison finalement, là aussi un petit peu en demi-teinte, mais bon, il sort sur blessure, c'est sûr qu'on ne peut pas lui en vouloir. Il fait quand même, sur les 5 premiers matchs, il a quand même des stats qui sont vraiment, vraiment bonnes, hein, je les ai notées. 113 sur 172 en tentative, une complétion de 65,6, 1567 yards, 15 TD, 3 interceptions. Et tu vois, c'est significatif parce que sur les 5 derniers matchs où il était titulaire, on passe à 67-117 sur ses tentatives, 600 yards en réception, 2 TD et 4 interceptions. Donc, il y a eu une baisse de régime conséquente quand même sur sa deuxième partie de saison. C'est pas inquiétant dans le sens où on sait qu'à Pitt, voilà, les QB, on doit les faire progresser aussi sur le long terme. Là aussi, je reviens à l'ère Kenny Pickett, où il n'a fait que progresser dans ses années avec Pitt, et c'est sur sa dernière année qu'il a pu être finaliste du Iceman. Donc c'est pas inquiétant. Voilà, on sait que c'est un QB qui est vraiment un très bon élément. Juste derrière lui, pour faire un petit point sur le roster, on a quand même un joueur qui est quand même intéressant, Cole Gonzalez, voilà, le QB2, qui vient de Western Carolina, qui, pour la petite histoire, est l'ancienne fac de notre coordinateur offensif, Kate Bell. Il a ramené beaucoup de joueurs, Kate Bell, à Pitt, notamment aussi Desmond Reed. Voilà. Et là, il ramène ce QB qui était donc au niveau FCS avant, et qui est vraiment très prometteur, voilà, qui a des lectures rapides et une capacité double menace que parfois Holstein n'a pas. Donc voilà, c'est quand même une sécurité quand on pense aussi aux blessures et au fait que parfois on n'a pas de plan B. Là, je me dis qu'au niveau QB, on a quand même un plan B qui peut être vraiment, vraiment, vraiment efficace. Donc c'est vraiment sécurisant. Derrière, voilà, au niveau du running back, tu l'as dit, Desmond Reed, probablement effectivement l'un des meilleurs running backs de la conférence et un des meilleurs du pays aussi. C'est d'ailleurs un joueur qui a eu une intégration qui était un petit peu questionnante, parce qu'il n'a pas forcément un physique redoutable de running back, mais c'est clairement un peu la star du backfield offensif là, de Pitt. Là aussi, il y a des stats qui sont vraiment, vraiment assez conséquentes. L'année dernière, 962 yards, 5 TD, dont un de 72 yards contre Cal, dont je me souviens bien. Il est aussi assez efficace sur les screen pass, en réception, voilà, 52 réceptions pour 579 yards. Il termine 5e au pays avec 154 yards par match en moyenne. C'est vraiment, vraiment un titulaire numéro 1 solide et qui nous a grandement manqué sur blessure. Donc là, la question c'est, est-ce qu'il va rester en bonne santé? Et est-ce qu'il peut aussi encaisser un temps de jeu aussi conséquent? Parce que derrière, finalement, il n'y a pas grand monde. On a un freshman, Roel Goff, qui a à peu près le même gabarit que Reed. Il a joué 3 matchs la saison dernière. Il a montré quand même de très belles choses, notamment dans le match contre Toledo. Et après, derrière, il y a du freshman aussi encore, Jacarian Turner, voilà, il a été impressionnant au Spring Game. Il a une vitesse folle, il peut avoir un impact important. Mais bon, voilà, c'est des freshmen, donc c'est forcément pas sécurisant si des blessures doivent arriver. Il y a aussi un joueur qui est quand même vachement expérimenté, qui reste quand même là, c'est Derrick David Jr. C'est un ancien safety de LSU, pour la petite histoire, qui est devenu running back à Pitt. Là aussi, il était blessé la dernière saison, il a dû nécessiter une opération. On ne sait pas trop s'il sera encore opérationnel, mais voilà, c'est un joueur qui est assez flashy et qui peut faire des choses vraiment intéressantes. Donc, tu as raison de le dire, niveau QB et running back, c'est plutôt intéressant. Et est-ce que donc Holstein a des armes pour au niveau de la réception des ballons, d'après ce que j'ai compris? Alors, votre receveur numéro 1 est parti, mais Kenny Johnson et Poppy Williams Jr., si je ne me trompe pas, devraient être les cibles principales cette année. Ils étaient déjà l'année dernière, ils ont quasiment 1 milliard de E2, donc pareil, il y a quand même du matos avec qui travailler, quoi, en poste de receveur.
Tout à fait, tout à fait. Effectivement, Konata Mumfield, on l'a perdu. Il a été sélectionné par les Rams au 7e tour de la draft NFL. Du coup, c'est place effectivement à Kenny Johnson, hein, qui va reprendre ce rôle de receveur numéro 1. C'est aujourd'hui un junior. Voilà, il est avec nous depuis qu'il est freshman. Au fur et à mesure des saisons, il a augmenté son temps de jeu. La saison dernière, c'était un peu notre option numéro 3. Voilà, 46 réceptions, 537 yards et 3 TD. Est-ce qu'il peut s'installer maintenant dans un premier rôle? C'est un peu la question, parce qu'on va vraiment avoir besoin de lui. Il n'est pas tout seul. Voilà, on va pouvoir aussi compter sur au moins 2 autres joueurs, là aussi, de Western Carolina, qui viennent avec le package de Kate Bell, Raphaël Williams et Sincere Lee, donc, hein, qui entameront leur 2e saison à Pitt. Williams, c'est vraiment un receveur qui est très très bon dans le slot, voilà, et il a su montrer vraiment des choses intéressantes. Lee, malheureusement, s'est blessé contre Clemson, mais il devrait être à 100%. Il y a des nouvelles qui sont plutôt rassurantes de ce côté-là pour le début de la saison. Donc voilà, ces 3 joueurs seront un petit peu le corps de nos receveurs. Il y a 2 transferts quand même, voilà, qui viennent compléter, notamment Kotorus X de Louisville et de Span de Florida State. Alors X, c'était plutôt un receveur dans le slot aussi, mais là, il va plus bouger vers l'extérieur. Je sais que j'ai lu des choses disant que le coordinateur aimait aussi beaucoup sa vitesse, notamment sur la sideline. Span, on n'en sait pas grand-chose, voilà, à part qu'il a débuté à Illinois comme QB et qu'il est passé receveur à Florida State. Mais c'est le plus grand joueur de l'équipe, voilà. En tant que receveur, ça se pose là. Et il pourrait quand même montrer des choses intéressantes, je pense, notamment dans la red zone. Voilà. Derrière, il y a du freshman. Je pense que c'est pas si intéressant de citer les noms. Mais il y a de quoi faire, en tout cas, sur ce corps de receveur. Mais je ne serais pas aussi serein que sur notre jeu au sol. C'est clair et net. Ok. Un petit mot sur la ligne offensive. Voilà, comme je l'ai dit, qui est 3 titulaires de retour. Le center, le right guard et le right tackle. Donc à côté gauche à reconstruire. Une ligne qui a l'air d'être bien vieille, entre guillemets. Mais voilà, on sait qu'en college football, soit on est vieux, soit on est talentueux pour performer, j'ai envie de dire. Donc là, ça va être une ligne hyper expérimentée. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, hein, pour l'attaque. Ouais, clairement une bonne nouvelle, hein. C'est clair qu'on va revenir 3 titulaires avec Lyndon Cooper, B.J. Williams, Ryan Baer, effectivement. C'est un secteur offensif, encore une fois, sur lequel le coaching staff met beaucoup de pression. Voilà. Le coordinateur de ligne offensive, Jérémy Darvaux, dont c'est aussi la 2e saison, doit améliorer la ligne, c'est sûr, parce qu'il y a quand même pas mal d'indiscipline. On a eu quand même beaucoup de flags et de pénalités la saison dernière, des blessures aussi. Et malgré le retour de 3 titulaires, c'est vrai que la profondeur de la ligne pose question. Donc, pour revenir sur les joueurs, c'est vrai que Lyndon Cooper, c'est un vétéran qui offre une sécurité vraiment intéressante. Voilà, il a laissé passer 2 sacs la saison dernière. Voilà, pas énorme. Pareil aussi pour B.J. Williams, hein, qui est pas loin qui a joué au moins 900 snaps à Pitt sur 2 saisons et qui impose vraiment un statut de leader aussi sur la ligne. Cette saison sera un petit peu cruciale pour lui, j'ai l'impression. Baer, lui, il va potentiellement plus passer à droite, dans ce que je lisais, alors qu'il avait été positionné à gauche la saison dernière, pour principalement pallier à la blessure d'un autre joueur, Branson Taylor. C'est intéressant parce que sa position naturelle étant à droite, il devrait forcément avoir un rendu qui sera meilleur et plus efficace que la saison dernière. Sinon, il y a effectivement encore 3 autres transferts qui viennent renforcer la ligne. Il y a surtout un transfert qui est vachement intéressant, c'est Jeff Percy, qui est un joueur qui a passé 5 saisons à Michigan et qui arrive maintenant avec une expérience qui est indéniable, hein, parce que voilà, quand tu joues à Michigan, notamment en 2023, où ils ont gagné le champion national, quoi. Voilà, le titre national, ça en impose. Je pense qu'il devrait facilement gagner sa place de tackle à gauche, c'est évident. Donc lui, c'est vraiment un transfert qui
qui est potentiellement un des transferts les plus importants chez nous là, cette saison, je pense, vraiment. Sinon, il y a aussi quelqu'un qui fait beaucoup parler, c'est Keith Gouveia, voilà, c'est un autre transfert de Richmond, donc pas forcément en niveau FBA, mais qui sera en compétition avec B.J. Williams au poste de garde gauche. Lui aussi, il a une tonne d'expérience parce qu'il va rentrer dans sa 6e saison universitaire. Donc voilà, il y a de l'expérience même dans les transferts. C'est une ligne qui peut donner beaucoup, mais qui doit vraiment faire attention à la discipline, finalement. Voilà, parce que les flags ça nous a un peu tué aussi. Ok, je vois. Voilà, un mot sur les tight ends, excuse-moi. Vas-y, pardon, excuse-moi. Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la perte de Gavin Bartholomé, elle est quand même considérable. Hein. Voilà, il avait passé 4 saisons à Pitt. C'était vraiment un joueur clé pour nous. Il est parti aux Vikings au 6e round de la draft NFL. Puis c'était vraiment aussi un vrai leader dans l'équipe. Donc voilà, sa perte fait pas plaisir. Le flambeau va être pris par Jake Overman, voilà, un vétéran. 6 saisons universitaires. Il a passé 4 ans à Oregon State avant de venir à Pitt en 2023. C'était le backup de Bartholomé la saison dernière. Il doit montrer maintenant vraiment de quoi il est capable, notamment à la réception, parce que c'est un joueur qui est très très fort sur les blocs, mais à la réception, on va avoir vraiment besoin de lui. Derrière, il y a Malaki Thomas, voilà, qui va être le tight end numéro 2. Lui aussi, il doit encore prouver beaucoup, notamment dans sa communication avec les QB. Il sera probablement aussi utilisé sur Special Team, lui, c'est sûr. Mais c'est 2 grands gabarits, en tout cas des tight ends, qui vont être aussi utilisables en red zone. Donc c'est vraiment un secteur du jeu offensif qu'il ne faut pas minimiser et que Narduzzi aime bien aussi mettre en place, les tight ends. Ok. Je te propose de passer du côté de la défense. Là, ça va être très clairement, c'était un petit peu plus compliqué niveau défensif l'année dernière, notamment le jeu à la place, la secondary. De la même façon qu'en attaque, il y a quand même beaucoup de titulaires qui sont de retour, aussi bien sur la ligne qu'au poste de linebacker ou même sur la secondary. Alors, j'ai lu, entre guillemets, que, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, qu'effectivement, pas mal de défaites sur la deuxième partie de saison, enfin, en tout cas sur la deuxième partie de saison, étaient plutôt liées à l'incapacité, on va dire, à la secondary, d'arrêter l'attaque aérienne d'en face. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que y a des axes d'amélioration de ce côté-là, sachant que la ligne a bien fonctionné, notamment contre la course? J'ai vu que vous étiez top 20 l'année dernière en défense contre la course, donc il y a plutôt de la qualité à ce niveau-là, et en plus il y a 3 des 4 titulaires qui sont de retour, donc on devrait quand même avoir une défense au moins le front 7 qui devrait être sympa, non? Ouais, tu as tout à fait raison, le secondary, c'était clairement ce qui pêchait la saison dernière. La ligne, voilà, au niveau défensive end, défensive tackle, linebacker surtout, ça c'est vraiment des choses qu'on sait maîtriser à Pitt. Voilà, Pitt, c'est aussi un peu la réputation d'une équipe ultra défensive, avec Narduzzi, c'est évident, qui a un coach ultra défensif aussi. Donc très décevant sur le secondary. Par contre, voilà, tu l'as dit, la défense, elle a été extrêmement positive contre le run. Le système heavy blitz de Narduzzi et de Randy Bates, le coordinateur défensif. C'est un système qui demande toujours extrêmement de rigueur et d'athléticisme de la part des edge rushers. Donc de ce côté-là, on devrait être bien. Bon, au niveau defensive end, du coup, il y a Jimmy Scott, voilà, qui lui est de retour au sein du roster. C'est probablement notre meilleur joueur défensif sur ce secteur. 30 plaquages la saison dernière, voilà, dont 12 pour perte de balle, 6 sacs. Un fumble forcé, voilà, c'est des stats qui parlent pour lui. Il est maintenant en saison junior. Il a le potentiel d'être vraiment, moi je pense vraiment l'un des meilleurs défenseurs de la CC. Ça fait pas un pli. Derrière, il y a Blaine Spears, qui s'inscrit comme un autre futur titulaire en provenance de Utah State et de Bowling Green. Il a une très grande expérience du jeu. Voilà. Il n'a pas beaucoup joué la saison dernière en raison d'une blessure grave, mais il revient là en bonne santé.
Tout comme d'ailleurs Joey Zielinski, hein, un autre joueur qui a passé 3 ans à Eastern Michigan, mais qui va apporter beaucoup sur cette ligne. Mais le transfert le plus prometteur, moi je pense que c'est sans doute Jaden Moore, voilà, qui arrive des Ducks de l'Oregon, et un peu sur le même système que Jeff Percy sur la ligne offensive. Il arrive d'Oregon, voilà, c'est une ancienne recrue 4 étoiles. Son expérience avec une équipe aussi talentueuse et élite que les Ducks va être vitale, voilà, c'est clair. Il y aura un autre vétéran aussi qui aura du temps de jeu, forcément, ce sera Nate Temple. Voilà. Lui, il a passé 7 ans là, au niveau universitaire, ça va être sa dernière saison à Pitt, donc il devrait apporter beaucoup. Voilà. Au niveau défensif tackle, on a des raisons aussi d'être serein, voilà, je pense, au niveau de l'intérieur de la ligne, avec le retour de 4 joueurs cette saison. Nos sacs, ils ont aussi augmenté de 31 à 41 la saison passée, ce qui explique pourquoi on était aussi si bon contre le run. Voilà, Sun Fitzsimmons, qui malgré le fait d'avoir joué que 9 matchs la saison dernière, revient voilà, plus expérimenté, plus productif que jamais. 32 plaquages, il n'a pas pu montrer tout le talent qu'il possède, je pense, la saison dernière, mais il va être un instrument indispensable au système run-stop de Narduzzi, c'est évident. Derrière, il y a Nick James, voilà, qui s'impose. C'est une grosse présence sur la D-line la saison dernière, et il devrait encore s'imposer. S'il ne perd pas sa place, au profit de Francis Bréau, qui est quand même un joueur dont on parle peu à Pitt, mais qui est un véritable monstre avec des capacités athlétiques vraiment, vraiment, vraiment très, très importantes. Voilà. On gardera un petit œil aussi sur Jassar Whittington, voilà, là aussi une ancienne recrue 4 étoiles qui a choisi Pitt devant d'autres très grosses universités. C'est un redshirt freshman, mais qui devrait vraiment briller dans les saisons à venir. Ok. Au poste de linebacker, il y a un duo qui est quand même hyper excitant, qui est de retour. Kyle Louis, déjà pour commencer, qui était votre meilleur plaqueur la saison dernière, je crois, avec plus de 100 tackles et dont 16 for loss. Donc il y a quand même de l'expérience au poste de linebacker. Comment tu sens cette escouade-là, sachant que pareil, il y a de l'expérience et il y a des petits nouveaux? Alors moi je vais être franc avec toi, Kyle Louis, je suis beaucoup trop fan. C'est clairement pour moi notre meilleur joueur actuellement. Voilà, All-Américaine, il revient d'une saison qui a été exemplaire, voilà, aussi efficace sur le pass rush dans sa globalité, mais sur des big plays à des moments vraiment cruciaux dans des matchs importants. Voilà. Je pense à cette interception contre West Virginia qui avait scellé le match. Ce sac absolument incroyable contre North Carolina pour finir encore une fois le match. Le pick six contre Syracuse. Voilà. C'est un joueur qui fait des big plays, qui est là quand il faut être là. Et c'est pour ça qu'il nous est clairement indispensable. Ses stats, t'en as parlé, voilà, plus de 100 plaquages, tu l'as dit, 16 pour perte, 7 sacs, 4 interceptions, un bloc sur extra point. Franchement, c'est un joueur redoutable. Un sacré joueur, quoi. C'est un sacré joueur, ouais, j'en dis pas plus, j'en dis pas plus, je vais saouler tout le monde. Mais voilà, il a vraiment un niveau qui est assez élite. Il sera associé à Rashim Bills, qui est pas loin derrière lui au niveau des capacités. Hein. Il a manqué qu'un seul match la saison dernière. Il a aussi des stats qui sont aussi faramineuses. Voilà, 82 plaquages, 14 plaquages pour perte, 5 interceptions. Voilà, il a la possibilité d'aller montrer vraiment sa présence aussi dans le backfield pour aider justement aussi un secondary qui galère parfois. Il est versatile. Donc voilà, lui et Kyle Louis forment vraiment un duo de linebacker qui est extrêmement dynamique et qui est peut-être sans pareil pour moi dans la CC actuellement. Donc voilà, je mise énormément sur eux. Ça, c'est évident. Juste à l'intérieur de la ligne, voilà, il y a une petite compétition qui fait rage entre le junior Braylon Lovelave et le sophomore Jérémien Marcelin. Lovelace, il a été titularisé sur 4 matchs, mais il devrait avoir un rôle plus important cette année, possiblement positionné en tant que middle linebacker.
Et Marcelin, lui, il a bien évolué, notamment dans ses lectures de jeu et sa rapidité à arrêter le jeu au sol. Voilà. Donc c'est un groupe jeune qui grandit et qui ne cesse de progresser, ça c'est évident. Il y a beaucoup de profondeur et c'est clairement une position clé pour nous. Ok, ok. On va parler un petit peu maintenant de la secondary. Donc, très clairement, le maillon faible l'année dernière pour les Panthers. Donc, c'est une unité qui est encore une fois bien, avec pas mal de vétérans à l'intérieur, mais qui va devoir progresser hein, si on veut que cette défense progresse aussi, c'est ça. Ouais, clairement. Hein, donc c'est notre point le plus faible. Hein, le jeu aérien, on n'a pas été à la hauteur. Hein, on laisse passer 265 yards par match aux attaques adverses en moyenne. Je suis un peu pessimiste hein, sur cet aspect du jeu, je te le cache pas. Il y a peu de raisons que ça change encore cette saison. Voilà. Surtout qu'on a perdu un safety incroyable hein, avec Donovan McDillon. Bon, niveau cornerback, on a quand même deux vétérans qui sont là, Rashad Battle et Taymon Linham, qui reviennent tous les deux pour une 6e année au niveau universitaire. Battle, il a dû batailler, voilà, sans mauvais jeu de mots, avec beaucoup de blessures dans sa carrière, mais la saison dernière a quand même été bonne pour lui. Voilà, on peut se baser sur son expérience aujourd'hui au niveau de la couverture aérienne. C'est clairement notre meilleur corner. Voilà, à voir ce qu'il pourra donner pour sa dernière saison. Linham, lui, il est rapide depuis qu'une seule saison. Il vient de Nebraska au départ. Voilà, il est capable, avec ses longs bras, de faire malgré tout des big plays, ça c'est sûr. Il sera probablement de tous les snaps, c'est évident. Un gars intéressant derrière aussi, c'est Shadarian Harrison, voilà, un sophomore qui a été assez impressionnant sur le camp de printemps. C'est un joueur qui ne cesse de s'améliorer, de progresser. Il a beaucoup joué en équipe spéciale la saison dernière. Il devrait continuer à montrer des belles choses et avoir un gros impact. Voilà. Mais voilà, ça reste quand même assez faible au niveau cornerback, je ne vais pas te le cacher. Niveau safety, là aussi, c'est un petit peu en dents de scie, c'est assez médiocre, malgré le fait que Pitt a toujours voilà, su former quand même des safety pour la NFL, ça reste malgré tout moyen. Je répète, hein, cette perte de Macmillan qui a été en NFL, hein, qui était non drafté, mais qui est parti à Cleveland malgré tout. Ces deux joueurs là qui vont reprendre le flambeau, Chris Brookings et Javon McIntyre. McIntyre, lui, il va continuer un rôle qu'il connaît bien de free safety. L'année dernière, il a joué les 13 matchs, voilà, avec 51 plaquages. Très bon sur les fumbles, sur la pression sur les coureurs aussi. Il l'était moins en couverture aérienne, alors que c'est ce qu'on lui demande, malheureusement. Voilà, il a accordé 31 réceptions sur 46 cibles. Ça reste moyen. Brookins, lui, il a du potentiel, c'est clair. Lui, il sera plus placé en strong safety du fait de son gabarit. Mais bon, lui aussi, il peut s'améliorer et il y a de bonnes chances qu'il puisse peut-être exploser cette saison. Mais voilà, il n'y a pas de profondeur aussi sur ce poste-là. Donc c'est clairement un aspect du jeu où on va être possiblement en difficulté. Ok, ok. Eh ben, merci pour cette revue d'effectifs très complète avec les forces et faiblesses. Donc, vous l'avez bien compris, une attaque qui devrait bien fonctionner avec pas mal de vétérans, une défense et notamment un front seven qui devrait tirer son épingle du jeu, mais quand même une secondary voilà, avec très clairement des questions vis-à-vis de sa production, donc un peu finalement les mêmes forces et les faiblesses que la saison dernière. Donc Nicolas, ce que je te propose, c'est de faire un petit peu le point sur le calendrier, et puis après, voilà, on va parler un petit peu, on va se mouiller, on va se projeter sur la saison, et puis on va donner nos petits pronos. Alors je vais citer le calendrier 2025, donc ça va commencer par la réception de Duquesne, donc une équipe FCS dans un match de rivalité. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de parler de rivalité entre une équipe FBS et FCS, mais bon voilà, c'est deux équipes de la même ville, hein, Duquesne et Tapit hein, aussi, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, la rivalité entre Duquesne et Pitt, elle est surtout au basket. Voilà, on sait que parfois les Tout à fait, rivalités, oui. les rivalités perdurent d'un sport à l'autre, mais voilà. Ouais, les deux premiers matchs, voilà, Duquesne et Central Michigan devraient être Michigan, ouais.
des formalités, j'ai envie de te dire. Commencer par un match de rivalité, malgré tout, c'est toujours assez excitant, surtout à la maison. Donc, on gardera un œil là-dessus. Mais les 2 premiers matchs devraient rouler. Voilà. Ouais. Donc après Duquesne, donc effectivement, il y a de nouveau un match à domicile contre Central Michigan, une équipe de MAC. Même si la dernière fois que vous avez joué contre une équipe de MAC, ça s'est mal passé, on souhaite en tout cas que ça soit un petit peu mieux cette fois-ci. Ouais. Un déplacement à West Virginia pour le Backyard Brawl, match hyper important pour vous. Hyper important notamment parce que, excuse-moi je te coupe, parce que là on n'est plus à la maison hein, forcément là pour ce match, donc ça va être hyper important. C'est toujours des matchs extrêmement intenses. Hein. Je rappelle que le Backyard Brawl, c'est probablement l'une des rivalités les plus anciennes du college football et des plus intenses. Hein. Voilà, je hais tous les fans et tous les joueurs de West Virginia, c'est évident. Mais ouais, ça va être un match super physique comme d'habitude, super offensif aussi, j'imagine, et il faudra gagner absolument. Ensuite, donc il y a le début du calendrier ACC avec 2 réceptions de Louisville et Boston College, 2 déplacements de suite contre Florida State et Syracuse, la réception de NC State, un déplacement à Stanford, la réception de Notre-Dame qui ne compte pas contre un match de la conférence, un déplacement à Georgia Tech et la réception de Miami pour terminer la saison. Un calendrier quand même relativement ouvert, il n'y a pas de Clemson. Qu'est-ce que tu en penses de toi de ce calendrier-là? Il y a des matchs qui sont peut-être un petit peu bourbiers, déplacement à Syracuse qui ne va pas être simple, déplacement à Georgia Tech qui ne va pas être simple. Enfin, cette fin de calendrier, Notre-Dame à Georgia Tech et Miami me fait quand même un petit peu peur. Je ne sais pas ce que tu en penses. Le reste, ça reste relativement ouvert, même si peut-être le match paradoxalement le plus important de la saison, ça sera peut-être la réception de Louisville en week 4 pour relancer un peu vos ambitions dans l'ACC. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a 2 matchs pièges là qui sont clairement celui de Louisville, voilà, tôt dans la saison. Louisville, c'est clairement une équipe qui moi me fait vraiment vraiment peur. Voilà, le head coach pardon, Jeff Brom, il a su faire une équipe vraiment redoutable et une défaite comme ça dans le calendrier intersaison si rapidement, ce serait clairement mentalement très très difficile. Donc, je pense que c'est vraiment un match clé qu'il va vraiment pas falloir perdre. Après, voilà, Boston College, ça me rassure un peu. C'est pas si effrayant. Attention à FSU quand même, Florida State qui qui revient peut-être un petit peu là fort avec un QB qui fait parler de lui dans les médias là, qui parle fort sur Alabama notamment. Mais attention à FSU. Attention, voilà, peut-être qu'il n'est pas aussi narcissique que ça et qu'il a des raisons de fanfaronner, je sais pas, on verra bien. Syracuse, ouais, le match de l'année dernière me rassure un peu sur Syracuse parce qu'on l'avait gagné avant qu'on s'écroule, mais ça, je me dis que ça devrait rouler aussi. NC State et Stanford, formalité. Par contre, ouais, Notre-Dame, ça va être chaud, voire impossible, c'est évident, mais en fait, j'ai un peu un scénario dans ma tête où je me dis que si on arrive à 9-0 à Notre-Dame, on va être dans des ambitions folles, en fait. Et je me dis que si on gagne ce match contre Notre-Dame, ça peut être une ouverture sur une saison juste merveilleuse. Mais bon, ça, c'est le gros fan qui parle au fond de moi. Et si je suis un peu plus réaliste, je me dis qu'on n'a aucune chance contre Notre-Dame, c'est évident. Mais voilà, le match qui suit, Georgia Tech, c'est aussi un match clé et vraiment un match piège. Georgia Tech, c'est vraiment une équipe qui est vraiment forte avec Haynes King, le QB qui est vraiment très très fort. Franchement, je ne vois pas gagner contre Georgia Tech. Ça va être extrêmement difficile. Et Miami derrière, ouais, Carson Beck, moi j'ai jamais été très fan. Je me dis que ça peut être un bon dernier match pour finir en beauté. Je sais pas, je me dis qu'on est vraiment une équipe qui peut aller chercher le 9-3, vraiment. Avec, si je me mouille, hein, vraiment, un 9-3, ça peut être vraiment la saison idéale avec pourquoi pas voilà, un Super Bowl ou je sais pas, hein, aussi une finale de conférence si d'autres équipes nous donnent la possibilité d'y aller, je sais pas, bref. Mais 9-3, je me dis qu'on a vraiment le potentiel d'y être et qu'on le mériterait parce qu'on a vraiment une équipe qui est assez cohérente, qui peut donner vraiment quelque chose de fou si on évite les blessures et qu'on fait un beau démarrage, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que finalement, dans un monde du college football où les effectifs ont quand même tendance à pas mal bouger et, voilà, et d'une année sur l'autre
à plus reconnaître finalement son équipe, avoir 7 titulaires de retour en attaque et 7 titulaires de retour en défense, c'est presque une anomalie. Et une attaque qui fonctionnait bien, qui devrait encore progresser, une défense qui devrait progresser aussi. Enfin, on en parle peu de cette équipe des Panthers et paradoxalement, je pense que ça leur va bien aussi d'avancer un petit peu masqué. Un peu finalement comme en 2021, vous avez gagné les CC, hein, si mes souvenirs sont bons. Alors, voilà, je ne dis pas que cette équipe sera aussi forte que celle de 2021, je dis simplement voilà, qu'il y a peut-être un peu de similitude dans ces deux équipes-là, et que avec voilà, l'absence de Clemson à jouer, l'absence de SMU, voilà, si ça se goupille bien, et je suis d'accord avec toi, pourquoi pas jouer une finale de conf, ça me semble tout à fait envisageable, sachant que voilà, 3 des 4 matchs out of conference sont tout à fait abordables, hein, de Central Michigan et West Virginia. Moi, je ne m'inquiète pas trop. Retour de Rich Rodriguez à West Virginia, année AD1, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué, même si c'est un match de rivalité, tout peut se passer dans les matchs de rivalité. Et je vais te suivre en fait sur ton promo de 9-3, je pense que c'est tout à fait envisageable. Notre-Dame, effectivement, ça va être compliqué. Florida State, et comme je suis assez d'accord avec toi, je ne pense pas qu'ils vont faire 2 saisons aussi pourries que celle de 2024. Donc voilà, mais le reste, il y a pas mal de matchs qui sont quand même vachement ouverts et vous êtes très, très, très clairement favoris. Tu as parlé d'NC State, Stanford, pardon, même à Georgia Tech, hein, ça ne m'étonnerait pas que vous soyez favoris de ces matchs-là. Donc voilà, donc moi je pense qu'une saison à 9-3, c'est tout à fait envisageable et pourquoi pas mieux, hein, sait-on jamais. Hein, voilà, des duos Holstein-Reed, il y en a pas 150 dans le pays, moi je pense. Donc il faut être un peu ambitieux, je suis d'accord avec toi hein, quand même. Donc moi je suis tout à fait partisan de voir les Panthers plus haut que ce que les pronostics de début de saison. Et voilà, je pense que c'est une équipe qui est quand même toujours sympa à avoir joué avec une assise défensive qui est souvent forte. Bon, l'année dernière, ça a été un peu plus compliqué en défense aérienne, mais voilà, en tout cas, cette année, il doit y avoir un gros front seven, donc c'est plutôt cool. Scénario parfait pour toi. Est-ce que vous pouvez viser le CFP, le College Football Playoff, ou la marche est peut-être un peu haute? Je pense que la marche est trop haute. Si je suis vraiment réaliste, il y a trop d'incertitudes en défense et je pense qu'on n'a pas un corps de receveurs qui est assez conséquent, on va dire, pour emmener Holstein dans des comment dire dans des ambitions limite genre Ice Mine etc. Donc non, je pense qu'on a trop de secteurs faible au niveau du jeu, mais tu as raison, il faut être optimiste. J'ai beaucoup aimé ta métaphore d'avancer masqué, parce que c'est vraiment ça hein, que font un peu les Panthers à chaque fois. Et là, mais c'est possible de faire quelque chose, tu as raison, et notamment quand même grâce à Eli Holstein, qui est quand même un QB qui me rappelle vraiment un petit peu l'air Kenny Pickett, honnêtement. Voilà, faut pas oublier que c'est un gars qui vient d'Alabama. Il a été recruté par Alabama pour des raisons significatives. Voilà, c'est un transfert vraiment important pour nous et il peut progresser à Pitt pour devenir vraiment un joueur assez élite. On est dans une conférence qui est difficile, c'est sûr. La CC, elle laisse peu de place vraiment. Elle est dense. Elle est dense, voilà. Tu as raison. Elle est dense. C'est compliqué parfois. Mais encore une fois, je me répète, mais si on évite les blessures et qu'on reste vraiment sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire voilà, un fort jeu au sol et surtout une défense absolument solide et monstrueuse. On dit souvent que c'est les défenses qui font gagner des championnats. Ouais, moi je partage un peu cet avis. Si la défense se suit et qu'on arrive à faire les stops là où il faut les faire, on peut miser sur une finale de conférence. Et si on atteint ça, vraiment, pour moi, ce sera la saison parfaite, vraiment. Très bien, très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la preview de la saison 2025 des Panthers. Nicolas, je te remercie vraiment, vraiment, vraiment de de toutes tes connaissances assez impressionnantes sur ton programme de cœur. J'espère que tu as pris du plaisir à enregistrer en tout cas cet épisode avec nous. Moi, ça a été le cas. J'ai appris plein de choses sur Pittsburgh. Tu apprendras qu'au sein du podcast, il y a pas mal je pense à Robin d'Oregon qui aime beaucoup Pitt aussi, notamment pour les qualités défensives. Donc je pense que ça va être une équipe qu'on va prendre plaisir à suivre cette année. Et puis voilà, merci Nicolas. J'espère que tu as pris plaisir d'enregistrer avec nous. Franchement, c'est un plaisir incroyable. Comme je te disais un peu hors antenne,
Moi, ma passion du collège football, je peux la vivre avec pas grand monde, on va dire, dans la vie réelle. Donc tout ça est un petit peu virtuel et même parfois trop virtuel pour moi et j'en suis désolé. Donc non, d'avoir pu échanger comme ça avec toi, c'est un réel plaisir. Je répète aussi voilà, toute l'admiration que j'ai pour votre équipe à The Trick Play qui fait un travail dingue. Je pense notamment aussi au scouting hein, de Valentin et Ryan, c'est ça, si je me Ouais, trompe ouais. pas. C'est ça, Ouais, c'est ça. qui font un boulot formidable. Et moi, voilà, je vous remercierai jamais assez de faire vivre en France cette passion du collège football qui est si différente de la passion de la NFL. On le répétera jamais assez. Moi, je suis assez voilà, rigoureux là-dessus. Le college football, c'est pas la NFL, c'est vraiment différent. Parfois même entre fans, eh ben, on se comprend pas. Voilà, C'est clair. mais c'est il y a des raisons qui poussent à comprendre ça en tout cas. Non voilà, super plaisir à échanger avec toi. J'espère qu'on pourra retenter ça la saison prochaine. Et, Avec plaisir. et voilà, merci encore à toi. Eh ben, merci à toi, Nicolas. On vous remercie de votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu, pardon. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle preview. Ciao tout le monde. Bisous.